Bonjour à tous. Merci à Verena Ross que nous venons tous d'entendre. Je pense qu'on a tous mieux compris en français ou en anglais les priorités de l'ESMA, mais aussi le thème de la Supervisory Convergence, la convergence de supervision, priorité de l'ESMA, mais qui bien sûr est déclinée par nous tous, autorités nationales compétentes, et donc l'AMF, dans le cadre de cette table ronde que je vais avoir l'honneur, le plaisir et la chance d'animer, priorité de supervision de l'AMF. Priorité de supervision de l'AMF pour cette table ronde, évidemment. Priorité de supervision de l'AMF. J'ai la chance d'avoir avec moi pour traiter cette table ronde et ces sujets Didier Deléage, directeur adjoint de la direction de la gestion d'actifs, la fameuse DGA. Bonjour à tous. France Mayer, directrice de la supervision des intermédiaires de marché. Bonjour à France. Bonjour à tous. Et enfin, Nicolas Patel, directeur des contrôles. Bonjour Nicolas. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Quelques mots d'introduction pour cette table ronde sur ces priorités de supervision. Ces priorités de supervision, vous le savez, depuis 2018, on les publie chaque année en tout début d'année. D'habitude, c'est notre président, Robert Hoffel, qui les présente lors de son discours de Nouvel An en association avec les priorités d'action. Ces priorités de supervision, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont définies chaque année à partir d'une réflexion qui prend en compte la stratégie de l'AMF, mais aussi son environnement. On prend en compte au niveau des directions opérationnelles, la direction de la gestion d'actifs ou la direction de la supervision des intermédiaires ou des infrastructures de marché, les nouvelles règles du jeu qui viennent à s'appliquer. On n'aime pas les mettre tout de suite, on prend souvent 1 ou 2 ans, mais après, il nous semble que c'est la bonne période pour mettre ces priorités de supervision afin de pouvoir ensuite publier des synthèses de bonnes ou de mauvaises pratiques. On peut aussi être amené à revisiter des obligations plus anciennes où nous avons l'impression qu'il y a matière à travailler. Nous inscrivons bien sûr dans le calendrier européen de l'ESMA que nous dessinons. Verena vient de vous en parler avec tous nos collègues des autres autorités et nous sommes donc tenus de s'inscrire dans ce calendrier. Enfin, nous pouvons aussi ponctuellement prendre en compte des retours que nous avons de l'industrie, mais aussi des investisseurs, des particuliers, par exemple auprès de notre plateforme Épargne Info Service. Les outils que nous utilisons pour ces priorités de supervision, c'est d'abord les contrôles spot. On va revenir là-dessus. Sachez que ces contrôles spot, on les a inaugurés en 2018. On est déjà à 132 contrôles spot que nous avons faits depuis lors. Ça aboutit à une vingtaine de synthèses qui ont été publiées. Ces contrôles spot, vous le savez, ils n'ont pas vocation à être sanctionnants, même s'ils sont procédurés d'une manière réduite, mais comme un vrai contrôle. Ça nous permet aussi, c'est très rare, mais il est arrivé une fois, je dois tout vous dire, dans l'histoire de ces contrôles spot, où à la fin du contrôle, les constats étaient tellement problématiques que nous les avons orientés vers un contrôle classique et une notification de grief. Bien sûr, en dehors des contrôles spot, les directions opérationnelles, DGA ou DECIM, pardon, j'utilise les jargons que mes collègues connaissent bien, ces directions utilisent aussi beaucoup d'autres outils de suivi au quotidien. Je pense aux entretiens, aux questionnaires, je pense aux analyses de signalement, aux analyses de données qu'ils peuvent recevoir. Je pense aussi, c'est très ponctuel, mais ça arrive que nous sommes amenés, dans le cadre d'une composition administrative, mais aussi sans aucune procédure contentieuse, à demander des audits en bonne et due forme à des prestataires. Bien sûr, je ne reviens pas là-dessus, nous utilisons également des questionnaires qui proviennent des actions de supervision communes que nous faisons dans le cadre de l'ESMA. Ce sera alors dans le cadre d'un CSA, d'un Common Supervisory Action, mais ça pourrait être aussi dans le cadre de la préparation d'une peer review. Enfin, il y a parfois des tests de qualité de données qui sont relayés par nous et qui sont initiés également par l'ESMA au niveau européen. Je voulais maintenant revenir, pour que vous compreniez mieux notre mode de fonctionnement, comment est fabriqué un contrôle spot avec les collègues qui les font au quotidien.
missions SPOT consistent en des contrôles à vocation pédagogique, en principe non répressif, qui permettent d'évaluer la manière dont les professionnels se conforment à leurs obligations réglementaires sur une thématique précise et de dégager des bonnes et des mauvaises pratiques. L'AMF sélectionne donc un panel d'entités représentatives de la variété des organisations ou pratiques existantes au regard de la thématique. Ce panel est généralement composé de 5 sociétés de gestion ou prestataires de services d'investissement, choisis au terme d'un travail de coordination entre les équipes de la direction des contrôles, de la direction de la gestion d'actifs et ou de la direction des marchés. Nous prenons notamment en compte la taille des acteurs, la nature des activités ou le type de clientèle. Les entités pour lesquelles un problème particulier a été constaté, nous les écartons. L'AMF peut compléter ces constats avec ceux réalisés dans le cadre de contrôles classiques, à l'image du spot relatif à l'octroi de prêts pour la campagne 2020, ou encore des spots sur les dispositifs de cybersécurité des SGP pour les campagnes 2019 et 2020. Un contrôle spot s'inscrit dans le processus juridique en vigueur. L'AMF peut donc user de tous les pouvoirs de contrôle dont elle dispose et ainsi demander la communication de tout document nécessaire. Dès l'obtention des ordres de mission, nous prenons contact avec chacune des entités du panel et convenons d'un premier rendez-vous. Nous envoyons alors des demandes de documents et d'informations similaires à l'ensemble des sociétés contrôlées. Nos diligences peuvent prendre la forme d'exploitation de documents, d'entretien avec certains collaborateurs, de tests sur échantillons. Il nous est également utile d'appréhender les pratiques de manière très concrète via la présentation des outils ou des démonstrations réalisées sur place ou à distance par l'entité contrôlée. Préalablement à l'envoi du rapport, une restitution orale est faite auprès de chaque entité. À réception du rapport définitif, les établissements disposent de 10 jours calendaires pour faire part de leurs éventuelles observations. Après une phase d'analyse des observations, l'AMF adresse à chaque entité contrôlée une lettre de suite, sauf en cas de manquement dont le niveau de gravité nécessite la notification de grief. En parallèle, une note de synthèse est rédigée qui peut donner lieu à des échanges à l'occasion, par exemple, des commissions consultatives de l'AMF avant la publication sur le site de l'AMF. Le secrétaire général établit des ordres de mission mandatant 2 inspecteurs. Il peut arriver que 3 inspecteurs soient désignés si, par exemple, le nombre d'entités retenues dans le panel est plus conséquent. Dans le cas d'un binôme, chaque inspecteur est alternativement chef de mission ou inspecteur associé, ce qui permet de réaliser les diligences de manière harmonisée. Cet examen homogène est d'autant plus important que les constats et analyses comparatives sont reportés dans une synthèse publiée sur le site internet de l'AMF. Pour que l'exercice soit positif pour la place, la qualité des enseignements doit être au rendez-vous. Cela passe par une réactivité importante et une souplesse accrue de la part des établissements du panel pour répondre aux demandes de l'AMF dans des délais courts. La qualité des échanges avec les entités contrôlées peut permettre de déceler des problématiques nouvelles et éventuellement de donner lieu à des réflexions en matière d'évolution réglementaire ou doctrinale utiles à la profession. Depuis 2018, l'AMF annonce début janvier ses priorités de supervision pour l'année. C'est l'occasion pour chacun d'entre vous de faire un état des lieux du dispositif de conformité de vos établissements, d'identifier les zones de risque et d'enclencher des mesures de remédiation. La publication des synthèses SPOT et des constats effectués en matière de bonnes et de mauvaises pratiques doit également vous permettre d'adopter une démarche proactive, d'évaluer et d'adapter vos pratiques. Alors Nicolas, quels sont les thèmes de ces contrôles spot et dans quel calendrier interviennent-ils? Alors déjà, nous avons publié au cours des derniers mois 6 synthèses SPOT qui sont des synthèses de missions qui ont été lancées en 2020, puisqu'il faut rappeler qu'entre l'ouverture d'un panel de SPOT qui généralement comporte 5 prestataires différents et la publication de la synthèse s'écoule environ 9 à 10 mois. Et donc, entre le lancement d'une campagne et la publication de la synthèse, habituellement, nous passons d'un exercice à l'autre. En 2021, nous avons publié une synthèse sur
la pratique de marché propre à la France, à l'AMF, qui sont les contrats de liquidité, hein, qui est une pratique de marché que nous avons mise à jour côté psy, qui régit l'organisation de la liquidité des valeurs de moyenne capitalisation entre les émetteurs et les prestataires. Nous avons également, toujours côté psy, publié une synthèse sur l'adéquation dans le cadre du conseil en investissement. Cette synthèse a été publiée en juin 2021. Par contre, du côté société de gestion, nous avons publié une synthèse sur la gestion du risque de liquidité des EPCVM. C'est d'ailleurs une synthèse qui a été publiée dans le cadre, j'allais dire, de la réponse au CSA de l'ESMA. C'est une mission qu'on a fait conjointement avec un travail qui a été effectué par nos collègues de la direction de la gestion d'actifs, un travail sous forme de questionnaire. Donc c'est un spot très particulier. Toujours en 2021, nous avons publié une deuxième synthèse sur le dispositif de cybersécurité des sociétés de gestion. Il y avait déjà eu une première synthèse publiée l'année précédente. Également, nous avons en fin d'année publié une synthèse sur une pratique très particulière qui est l'octroi de prêts par les sociétés de gestion, qui est une nouvelle réglementation, si je puis dire, et ça nous a permis de voir tout un tas de pratiques extrêmement intéressantes par les acteurs spécialisés. J'en finis par, côté prestataire de services d'investissement, et France y reviendra, une synthèse que nous avons publiée sur la gouvernance des instruments financiers côté distributeur, qui a été publiée en fin d'année 2021. Alors sur le calendrier des contrôles pour cette année 2022, nous allons avoir d'abord côté psy l'atterrissage de plusieurs missions qui ont été lancées en 2021, à la fois la mission transparence post-trade, j'y reviendrai juste après, une mission sur laquelle nous sommes en train d'envoyer les rapports aux prestataires qui portent sur le thème de la titrisation STS et des notifications que les acteurs doivent faire à l'ESMA et à l'AMF. Nous venons de lancer, toujours côté psy, une mission sur le thème dépositaire. Et enfin, côté psy, nous lancerons dans les prochains jours une mission sur la thématique de la fourniture de données de marché. Côté société de gestion, nous sommes en train d'atterrir sur les thèmes coûts et frais, meilleure sélection et lutte contre les abus de marché. Nous y reviendrons. Et nous allons lancer dans les prochains jours une double thématique sur la valorisation des instruments illiquides, à la fois côté immobilier et côté titres de créance obligataires corporate. Enfin, dans la deuxième partie de l'année, nous lancerons à partir de juin, donc juste avant les vacances, le thème finances durables. Et puis après les vacances, nous irons regarder la qualité des données qui est transmise par les sociétés de gestion aux régulateurs, notamment sous l'angle sans doute des FRA. Merci Nicolas. Je sais, j'entends souvent dire que les professionnels apprécient l'outil Spot, mais je voudrais en savoir plus. Donc, s'il vous plaît, vous avez sur vos écrans une question Slido parmi les 6 synthèses qui ont été publiées récemment que Nicolas vous a rappelé. Laquelle est-ce que vous avez préférée? Laquelle a suscité le plus d'intérêt de votre part? Vous pouvez répondre en utilisant l'outil Slido après cette table ronde. Si vous êtes assez à répondre, Delphine Cuny vous donnera le sujet préféré. Autre question Slido qui m'intéresse aussi beaucoup, auquel je vous demanderai de répondre aussi juste maintenant. Laquelle de ces synthèses vous aurait conduit à modifier certaines de vos pratiques ou procédures? 3 réponses possibles. Oui, en profondeur. Oui, à la marge. Ou non. Là aussi, merci de répondre nombreux
pour que nous puissions avoir ce feedback sur ces contrôles spot. Maintenant, nous allons passer au cœur du sujet de cette table ronde en demandant à mes collègues qui sont là de vous présenter de manière plus concrète et plus précise les enseignements que nous avons tirés sur un certain nombre de ces thèmes qui sont nos priorités de supervision. 6 thèmes d'abord pour les PSI, les prestataires de services d'investissement. Je laisse la parole à France Mayer en matière de gouvernance des instruments financiers. France, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la gouvernance des instruments financiers est un thème qui fait partie des priorités de supervision de l'AMF depuis 2020. Et cette priorité de supervision, elle s'est déclinée au travers de 2 actions principales, au travers d'une Common Supervisory Action conduite par l'ESMA, qui est en cours de réalisation, et dont je reviendrai un peu plus tard, mais également au travers de contrôles spot. Donc la série de contrôles courts a été menée sur la période d'octobre 2020 à février 2021. Ces contrôles ont porté sur un panel de 5 prestataires de services d'investissement qui agissaient en leur capacité de distributeurs. Cette thématique, ces thèmes de la mission des contrôles spot s'est attaché à vérifier 4 axes principaux. Les contrôleurs ont vérifié que sur la période 2018-2020, les 5 PSI qui avaient été sélectionnés avaient un dispositif suffisant pour respecter les exigences relatives à la gouvernance des instruments financiers, s'agissant du dispositif, c'est-à-dire à la fois le cadre procédural, mais également les comités mis en place, les modalités de révision, les modalités d'échange aussi d'informations avec les producteurs. Les contrôleurs ont également évalué la définition du marché cible par le distributeur et le suivi de ce marché cible, notamment en prenant en compte la caractérisation du marché cible selon la nomenclature interne du distributeur et sa mise en pratique. Les contrôleurs, enfin, ont évalué la définition de la stratégie de distribution et sa mise en place et se sont attachés également à appréhender les ventes qui étaient réalisées en dehors de ce marché cible en évaluant la justification des ventes qui étaient réalisées dans ce cadre-là. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des constats issus du contrôle spot. Nicolas vous a rappelé l'adresse sur laquelle voir l'ensemble des détails. Donc cette synthèse, elle a été publiée en octobre 2021. Vous verrez le détail complet des constats issus de ce contrôle spot. Pour autant, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les contrôleurs ont relevé quelques insuffisances, notamment s'agissant de la définition du marché cible. Certains distributeurs utilisaient des données qui étaient inexactes ou qui étaient insuffisamment précises pour définir le marché cible d'un instrument financier. Il y avait quelques mauvaises pratiques aussi qui ont été identifiées. Certains distributeurs ne renseignaient pas les indicateurs synthétiques du risque dans les matrices de détermination des marchés cibles, ou encore certains distributeurs ne tenaient pas compte de réclamations des clients dans le réexamen de ces marchés cibles. Certains distributeurs également ne définissaient pas de critères ou n'avaient pas de seuil d'alerte qui permettait d'estimer si un plan de remédiation était nécessaire. Les contrôleurs ont aussi détecté des insuffisances s'agissant de la stratégie de distribution. Certains distributeurs ne procédaient pas au réexamen des stratégies de distribution. Alors tout n'est pas si mauvais. Certaines bonnes pratiques ont tout de même été identifiées. Notamment, certains PSI avaient défini une stratégie de distribution qui associait à la fois le service d'investissement impliqué, le canal de distribution, mais aussi les catégories de conseillers qui étaient habilités à commercialiser l'instrument financier, au regard notamment des formations que les conseillers avaient suivies. Il y a une insuffisance notable qui a été relevée, qui a été identifiée par les contrôleurs. C'est une absence de définition claire des marchés cibles négatifs. Certains PSI reprenaient sans aucune analyse les marchés cibles négatifs des producteurs sans les challenger du tout. Alors, je vous l'ai dit, la gouvernance des instruments financiers, c'est une priorité de supervision depuis 2020. Donc, elle s'est déclinée au travers, en premier, de contrôle spot, et elle s'est déclinée également au travers d'un CSA, donc une Common Supervisory Action qui a été conduite par l'ESMA, qui est en cours de résolution.
L'objectif, il est simple, il est d'évaluer la mise en œuvre, cette fois-ci à la fois par les producteurs, mais aussi par les distributeurs, des exigences de gouvernance produit afin de s'assurer que les acteurs de marché mettent en œuvre de façon cohérente et harmonisée ces règles au sein de l'Union européenne, comme le rappelait Verena Ross. Donc ce CSA est axé autour de trois étapes essentielles. La première, c'est comment les producteurs s'assurent que les coûts et frais des instruments financiers sont compatibles avec les besoins, les objectifs et les caractéristiques de leur marché cible. Deuxième étape, c'est comment les distributeurs identifient et revoient périodiquement le marché cible et la stratégie de distribution des instruments financiers. Et troisième étape essentielle également, c'est quelles sont les informations qui sont échangées entre les producteurs et les distributeurs et à quelle fréquence ces échanges ont-ils lieu. Alors ce CSA, je vous l'ai dit, il est en cours de réalisation. Pour ce faire, l'AMF a sélectionné 10 PSI en fonction de leur taille, de leur mode opératoire également. Évidemment, un retour bilatéral sera effectué auprès de chacun d'eux avec d'éventuelles demandes d'évolution du dispositif. Parmi ces 10 PSI sélectionnés, nous avons choisi à la fois des producteurs au sens large, c'est-à-dire des émetteurs d'instruments financiers, mais aussi des concepteurs d'instruments financiers. Nous avons choisi des PSI qui agissaient exclusivement en leur qualité de distributeur, mais aussi des PSI qui avaient une double casquette, c'est-à-dire qui étaient à la fois producteurs et distributeurs. Ce qu'on peut dire à aujourd'hui de ce CSA, c'est que les exigences, elles ont globalement été bien prises en compte par les producteurs. Il y a plusieurs bonnes pratiques qui ont été relevées. Toutefois, les process en place afin d'évaluer la manière dont la structure des coûts du produit est compatible avec les besoins du marché cible sont quand même largement perfectibles. Côté distributeur, il y a beaucoup d'ajustements à prévoir. Car ce CSA a révélé des faiblesses qui avaient d'ores et déjà été identifiées dans les contrôles spot, avec parfois des distributeurs qui reprenaient automatiquement les marchés cibles définis par les producteurs sans les challenger pour autant, avec une absence aussi parfois de distinction dans les procédures des distributeurs entre les ventes réalisées dans la zone grise et dans le marché cible négatif, et aussi des distributeurs qui, encore aujourd'hui, ne réexaminent pas leur dispositif de gouvernance des instruments financiers. Voilà s'agissant des actions que l'AMF a réalisées, soit pour son propre compte, soit également en coordination avec l'ESMA s'agissant de la gouvernance des instruments financiers. Il y a un autre CSA qui est en cours de réalisation. C'est le 22 février. L'ESMA a annoncé le lancement d'un nouveau CSA portant cette fois-ci sur les coûts et frais pour les distributeurs. Il s'agira en particulier de vérifier que les exigences relatives aux disclosures ex post sont bien respectées, à savoir que les communications couvrent bien les coûts réels encourus par le client au cours de l'année précédente et qu'elles ont été réalisées dans les délais requis. Pour ce faire, l'AMF a sélectionné 5 à 6 PSI. Ils ont été sélectionnés en fonction de leur taille, en fonction de leur business model, mais également en fonction de leur offre produit, pour être sûr que ces PSI offraient notamment des OPCVM, des actions ou des produits structurés. En termes de calendrier, les 5-6 PSI sélectionnés vont recevoir sous peu le questionnaire. Donc je vous invite d'ores et déjà à regarder ces questions pour voir si vous les comprenez bien, si vous êtes en capacité d'y répondre simplement. Sinon, n'hésitez pas à prendre la tâche de votre contact, de votre chargé de portefeuille au sein de l'AMF. Vous avez jusqu'à fin septembre, début octobre pour répondre à ce questionnaire. Ensuite, entre octobre et décembre 2022, l'AMF analysera ces réponses. Cela donnera peut-être lieu à des interactions avec vous afin de mieux comprendre vos réponses et nous transmettrons une synthèse anonymisée à l'ESMA. Courant 2023, probablement au premier trimestre, l'ESMA publiera un rapport sur les principales conclusions de ce CSA. Je te laisse parler, Nicolas, des contrôles spot sur la transparence post-négociation. Oui, un mot sur cette thématique qui a été lancée en juillet 2021. Toujours donc côté PSI, là on est sur les PSI marchés.
Je vous rappelle que les psys ont l'obligation de reporter post-trade, post-négociation, leurs transactions. On a sélectionné un panel de 5 prestataires de services d'investissement, à la fois côté internalisateur systématique, 3 psys, 3 grandes BFI qui exercent des activités obligataires de gré à gré ont été sélectionnés en tant qu'IS, en tant qu'internalisateur systématique, et 2 courtiers, 2 psys qui exploitent un ETF ont également été sélectionnés. Alors la mission a été lancée en juillet. Les rapports de contrôle ont été envoyés en décembre. Nous avons revu un ensemble de transactions entre janvier 2018 et juin 2021. C'est un peu en primauté, si je puis dire, c'est du teasing, puisque en réalité, la synthèse n'a pas encore été publiée. Je vais y revenir. On a regardé dans cette thématique plusieurs thèmes, à la fois le dispositif de gouvernance de la publication des transactions, l'accessibilité et surtout l'exhaustivité de la qualité des données, et nous avons vérifié le dispositif de contrôle. Alors, les investigations ont principalement porté sur les procédures en vigueur, les outils utilisés dans le cadre de la publication des transactions, les conventions qui régissent le partage des tâches entre le PSI et l'APA, l'APA qui est chargé de publier ces transactions, et puis les contrôles effectués. Et tout ça a reposé sur une centaine de transactions que nous avons analysées, à la fois pour partie sélectionnées par le prestataire de services d'investissement et pour partie par l'équipe de contrôle. Donc au total, plus de 500 transactions ont été vues dans le cadre de cette thématique. Alors en synthèse, et c'est du teasing puisque ce dossier sera présenté au prochain collège, au collège de fin mars. Donc nous avons relevé des constats que je qualifierais pour le moins de contrastés, puisque il y a quand même très clairement un certain nombre d'insuffisances qui ont été relevées, à la fois dans l'application des diligences qui sont des diligences requises par la réglementation, alors même que cette réglementation est entrée en vigueur il y a déjà 3 ans. On a relevé des publications qui n'étaient pas faites. En réalité, un pourcentage non négligeable de publications n'était pas reporté dans les panels qu'on avait. Lorsque il y avait la possibilité, et il y a des possibilités de différer de publication, on a relevé également que le respect des délais de publication était très souvent pas respecté, pas bon, que les données publiées étaient d'une qualité extrêmement médiocre, on a des données qui étaient ni plus ni moins que fausses, et puis un dispositif de conformité qui était lui aussi très contrasté. Donc globalement, c'est un thème sur lequel on a un certain nombre d'insuffisances qui ont été relevées, sur lequel on attend que les prestataires concernés lisent très attentivement la synthèse et s'inspirent utilement des bonnes pratiques que vous verrez dans cette synthèse. Mais globalement, c'est un constat qui n'est pas bon. Donc, vous l'avez compris, lorsque Nicolas parle de résultats contrastés de ce contrôle spot, cela veut dire que les mesures de correction qui vont être demandées ne seront pas négligeables, ce qui fait que nous allons suivre avec attention les corrections des faiblesses qui ont été identifiées par les contrôleurs sur les établissements qui ont été visés par ce contrôle spot. En parallèle, nous allons également mener des actions de supervision sur d'autres établissements qui sont très actifs sur le monde obligataire, mais qui n'avaient pas été sélectionnés dans le cadre de ce contrôle spot. Ces actions, un peu comme les missions du contrôle spot, vont porter à la fois sur le dispositif de gouvernance de la publication des transactions. Cela nous permettra de nous assurer que les psys ont mis en place une organisation suffisante, notamment pour remonter d'éventuels incidents et les corriger rapidement.
Nos actions vont également s'attacher à vérifier la qualité des transactions publiées au travers d'échantillons de transactions probablement issus du reporting des transactions. Donc voilà pour les actions au global qui seront menées s'agissant de la priorité de supervision sur la transparence post-négociation. Pour autant, s'agissant de qualité des données, il ne faut pas oublier la qualité des données de différents reportings qui sont envoyés à l'AMF. Donc juste un mot pour vous informer que désormais dans notre plateforme de Big Data, c'est-à-dire ICY, il n'y a pas que le reporting des transactions, il y a également l'intégration des flux de reporting issus de EMIR et de SFTR, ce qui permettra de mettre en œuvre des tests de qualité de données plus fréquents. Cela nous permettra également d'avoir des interactions avec les déclarants pour expliquer ces problèmes de qualité en demandant éventuellement des plans d'action pour y remédier. S'agissant de l'ESMA, alors jusqu'à présent, les exercices coordonnés par l'ESMA qui portaient sur la qualité des données ne visaient que les reportings EMIR et MEFIR. Désormais, l'ESMA va étendre ces exercices coordonnés au reporting SFTR. Donc, comme l'année dernière, l'ESMA va publier un rapport sur la qualité des données EMIR et SFTR avec notamment la méthodologie des tests utilisés. J'attire votre attention sur le fait que la qualité de ces données, qu'elles soient publiées ou reporting ou issues de reporting, repose sur un des maillons essentiels qui est que les référentiels soient alimentés correctement et dans de bons délais. Donc je vous encourage à vous assurer que les éléments que vous remontez dans les référentiels ESMA, FIRDS et FITRS sont corrects. Donc, vous l'avez compris, la qualité des données publiées et la qualité des données issues de reporting, c'est un enjeu de supervision essentiel pour l'AMF, mais c'est également une priorité stratégique de supervision de l'Union qui a été définie par l'ESMA dans le domaine des marchés. Je fais un peu de teasing aussi pour mes petits camarades qui mèneront un atelier le 29 mars au matin. Cet atelier sera dédié à la convergence de la supervision et à ses implications pour les psys. Notamment, un intervenant de l'ESMA participera à cet atelier. Merci France. Alors s'agissant des dépositaires d'OPC, on est face ici à des acteurs qui sont importants dans l'écosystème de la gestion d'actifs, d'une part du fait des missions qu'ils remplissent, et notamment celle de conservation, et d'autre part du fait de leur rôle dans l'écosystème de contrôle, notamment dans leur mission de vérification de la régularité des décisions de la société de gestion, dont on verra un petit peu plus loin dans la journée qu'elle a la vocation à s'appliquer non seulement aux ratios financiers classiques, mais également aux thématiques extra-financières dans la mesure où les fonds en ont fait la promesse dans leur documentation contractuelle. Alors, dans le secteur des dépositaires, on a une actualité qui est relativement chargée, qui montre l'importance qu'on accorde à ces acteurs. Ces acteurs feront l'objet d'une remontée normalisée en temps de crise des souscriptions rachats et des dépassements de restrictions d'investissement quotidien pour permettre à l'AMF d'exercer sa mission de supervision dans des temps agités où le timing habituel des remontées d'informations n'est pas adapté à une prise de connaissance de l'environnement, d'un environnement mouvant et une prise de décision rapide. Donc ça entrera en vigueur toute fin 2022, plutôt début 2023, le temps de faire les développements nécessaires du côté des acteurs et de l'AMF. Ce thème des dépositaires d'OPC fera également l'objet en 2022 d'une peer review de l'ESMA. Donc ça vous concernera ça vous concernera moins vous, acteurs directement, ça concernera plutôt les équipes de l'AMF qui sont en charge de la supervision des dépositaires, mais ça montre l'importance qui est accordée au niveau européen sur ces acteurs-là. Et enfin, je laisserai Nicolas détailler les détails du contrôle. Les dépositaires font l'objet d'un contrôle spot de l'AMF. Voilà, sur cette thématique. Nicolas ? Oui, nous avons lancé la thématique au début de l'année, puisque c'est aujourd'hui une mission qui est vraiment en cours. Les diligences ont été faites pour moitié. Alors, on regarde dans ce thème, on regarde à la fois la gouvernance de l'activité dépositaire et surtout les diligences qui sont réalisées par les dépositaires dans le cadre de l'entrée en relation avec les sociétés de gestion, leurs futurs clients, comment ces diligences sont réalisées.
On regarde également les diligences réalisées en matière de gestion des conflits d'intérêts et d'indépendance, puisque parmi ces dépositaires, bon nombre de dépositaires sont issus de grands groupes financiers et au sein de ces groupes, il y a également des sociétés de gestion. Donc la question de la gestion des conflits d'intérêts est vraiment importante. On regarde les diligences qui sont faites dans le cadre du suivi et du contrôle par les dépositaires de leur société de gestion client et bien sûr le dispositif de conformité. Alors, dans ces investigations, comme très souvent sur les contrôles, on va se focaliser sur les procédures en vigueur. C'est souvent un contrôle, c'est d'abord des procédures. On regarde les procédures, on regarde les outils utilisés et bien sûr, on regarde également les contrôles effectués par le prestataire sur ce thème de l'entrée en relation avec les sociétés de gestion. On sélectionne des échantillons de sociétés de gestion pour justement s'assurer au sein de ces dépositaires que toutes les diligences ont été faites. On essaye de couvrir des sociétés de gestion très diverses, à la fois des sociétés qui gèrent des EPC ou des FIA ou des actifs risqués ou illiquides. Alors, un thème très différent, la supervision des activités transfrontalières. Alors, elle est très protéiforme dans la mesure où ces activités transfrontalières peuvent être menées de différentes façons. Un prestataire de services d'investissement peut choisir d'activer, par exemple, la libre prestation de services dès lors qu'il veut fournir des services d'investissement depuis son pays à une clientèle qui est basée ailleurs en Europe continentale. Alors l'ESMA a identifié un risque majeur dès lors que cette libre prestation de services était destinée à une clientèle de particuliers. C'est pour cela qu'elle a mené une peer review dont le rapport a été publié le 10 mars 2022. Alors même si nous n'avons pas fait partie des autorités visées par cette peer review, nous allons bien sûr prendre en compte les recommandations de l'ESMA dans le cadre de nos actions de supervision, tout en tenant compte aussi du contexte de notre industrie. Les prestataires de services d'investissement peuvent également choisir d'établir des succursales au plus près de la clientèle que ces psys veulent viser. Donc on parle de succursales sortantes, par exemple, dès lors qu'un établissement français veut établir une succursale dans un autre pays de l'Union européenne. Nous allons nous assurer que ces établissements français ont bien pris en compte dans leur dispositif de conformité les activités qui étaient exercées au sein de ces succursales européennes. Par ailleurs, il y a au moins un contrôle classique qui est prévu sous peu et qui sera mené par les équipes de Nicolas. On parle également de succursales entrantes lorsque les établissements qui ont été agréés à l'étranger implantent une succursale en France pour cibler une clientèle locale. Nous allons renforcer notre supervision sur ces acteurs en lançant un questionnaire annuel afin d'évaluer régulièrement l'ampleur des services qui sont fournis en France et d'évaluer aussi les risques qui y sont associés. Enfin, dernière priorité de supervision s'agissant des prestataires de services d'investissement. L'ESMA a identifié le coût des données de marché comme un des axes de convergence de la supervision. En effet, elle a constaté que l'application de MiFID s'était accompagnée d'une hausse substantielle du prix des données de marché qui pouvait aller jusqu'à 400%. Et pourtant, la mise à disposition des données de marché, qu'ils soient pré- ou post-négociation, est un élément essentiel pour que les acteurs financiers disposent d'une vue d'ensemble de ces activités. Donc pour ce faire, l'ESMA a publié en juin 2021 des orientations, que vous connaissez plutôt sous le terme de guidelines, dont l'objectif est de s'assurer que les acteurs de marché comprennent bien l'exigence de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques tarifaires sont claires, qu'elles sont d'un accès facile, que la méthodologie de fixation des prix des données de marché est documentée et également claire et que la fourniture des données de marché se fait sur une base non discriminatoire. Ces orientations expliquent aussi les exigences concernant la fourniture de données gratuites au-delà de 15 minutes après sa publication. Et l'AMF va conduire en 2022, donc sous peu, fin mars, début avril, des contrôles spot auprès de certaines plateformes de négociation
pour vérifier leur politique tarifaire et le respect des exigences sur la fourniture de données différées. Voilà, merci France. On en a terminé sur le chapitre des priorités de supervision en matière de psy. Merci à France. Vous voyez que beaucoup de choses ont été faites, mais vous voyez aussi que beaucoup de choses restent à faire. Maintenant, je vais me tourner vers Didier. On va parler des priorités de supervision dans la gestion d'actifs. Et on a 5 priorités qu'on va vous présenter, en commençant par les coûts et frais des OPCVM. Didier. Merci Benoît. Alors, on commence par le sujet le plus stratégique, stratégique à plus d'un titre, la question des coûts et frais, qui est stratégique pour les sociétés de gestion de portefeuille dans la mesure où il s'agit de leur revenu d'exploitation, stratégique pour les épargnants dans la mesure où les coûts et frais qui sont chargés en contrepartie des services rendus viennent directement obérer la performance de leurs investissements, et stratégique pour les SMA puisqu'il s'agit de la priorité stratégique de supervision de l'Union dans le domaine de la gestion d'actifs pour l'année 2022. Donc, dans ce contexte-là, a été mené en 2021 un exercice de supervision conjointe, un CSA au niveau européen, qui a pris en France une double forme en fait, de contrôle spot qui a été mené auprès de 5 SGP et de questionnaires qui ont été envoyés à un assez grand nombre d'acteurs et approfondis sur un nombre plus restreint. Donc on a couvert avec cette action-là 77% de l'encours des OPCVM gérés par les sociétés de gestion françaises, qui est un bon ratio de couverture compte tenu du nombre d'acteurs dans l'écosystème français. Donc les thématiques qui ont été couvertes sur les frais ont concerné en fait toute la chaîne depuis le processus d'établissement et de revue des prix, c'est-à-dire le processus de prise de décision en fait de la tarification au niveau des sociétés de gestion, les structures de frais, les coûts qui sont payés à des tiers et les éventuels conflits d'intérêts qui peuvent être associés à des prestations ou à des montants payés à des tierces parties, la communication faite sur ces frais aussi bien dans les documentations commerciaux que dans la documentation contractuelle, et enfin le dispositif de contrôle, le premier, deuxième niveau et troisième niveau sur ces dispositifs-là. Alors pour le coup, quels ont été les principaux enseignements de ce CSA? Encore une fois, c'est des constats qui ont été faits aussi bien dans le cadre des contrôles spot que dans les discussions qui ont pu être menées par les équipes de supervision de la DGA auprès des acteurs. Je retiendrai 4 points de la synthèse qui devraient normalement être publiés dans les semaines qui viennent. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu, mais ça devrait arriver bientôt. Le premier sur les processus d'établissement et de revue des schémas de coûts et frais. Alors, on constate que les schémas de frais évoluent de manière relativement peu fréquente. Ce sont des choses qui sont relativement stables et qui sont en général installées dans la durée. Néanmoins, on a pu constater le plus souvent une absence de procédures dédiées, des procédures qui n'étaient pas toujours à jour et un manque de formalisme sur certaines catégories de frais, en particulier celles qui touchent les techniques efficaces de portefeuille, notamment les prêts de titres. Le deuxième point concerne la formalisation des coûts et frais dans la documentation réglementaire et commerciale. Là, pour le coup, les procédures opérationnelles étaient présentes et fonctionnaient relativement bien. Peu d'erreurs ou pas d'erreurs ont été identifiées, notamment dans le cadre des spots, dans la mise à jour du taux de frais courant dans le DC. Par contre, ce qui a pu être constaté est une problématique d'écart entre les niveaux de frais qui étaient indiqués dans le DC et le prospectus et ce qui peut être diffusé et répercuté sur le site internet de la société de gestion, sur des bases de données externes. Donc un problème en fait d'incohérence relevée entre ce qui figure dans la documentation réglementaire et ce qui peut être finalement diffusé au public via ces bases de données commerciales qui sont elles-mêmes alimentées au départ par la société de gestion. Donc, vigilance à avoir sur ces schémas d'alimentation de données de l'écosystème, parce que là on peut trouver des erreurs. Toujours dans le domaine de la formalisation, on a pu noter aussi une absence d'information au niveau des sociétés de gestion sur l'existence de rétrocession au bénéfice de distributeurs. Alors c'est vrai que tout le monde a en tête les exigences MIF de communication par les distributeurs des rétrocessions reçues, mais n'oubliez pas que le pendant existe aussi côté société de gestion qui ont l'obligation, alors pas de manière nécessairement aussi détaillée, mais l'obligation d'informer leurs investisseurs, leurs clients de l'existence de rétrocessions sortantes vers des acteurs. C'est aussi dans MIF et pour le coup, ce CSA a pu montrer que cette disposition-là était largement méconnue.
Le quatrième point concerne les coûts payés à des tierces parties, avec une qualité, on va dire, perfectible des procédures de gestion des conflits d'intérêts, notamment sur les voilà, coûts et frais qui sont payés à des tierces parties. Et enfin, pour finir, sur les constats de cet exercice, ou les principaux constats de cet exercice, le dispositif de contrôle qui, que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième niveau, sont largement perfectibles en fait. Voilà, avec notamment un faible niveau de formalisation des contrôles qui sont effectués, gérés de manière régulière au premier niveau pour vérifier que le taux de frais courant ne dépasse pas le taux de frais maximum de chaque valeur liquidative. Alors, sur les prochaines étapes concernant ce CSA, donc les constats qui ont pu être faits au niveau français ont déjà été communiqués en fin d'année dernière à l'ESMA, pour nourrir en fait sa propre réflexion et ses propres publications qui sont attendues en principe en mai. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la synthèse SPOT elle-même devrait être publiée dans les prochaines semaines. Maintenant, cette thématique de coûts et frais, cette publication SPOT n'écluse pas en fait l'ensemble des réflexions, n'épuise pas l'ensemble des réflexions qui sont faites autour de cette thématique, puisque, comme indiqué déjà ce matin lors de la présentation des évolutions réglementaires, on a en ce moment 2 réflexions menées en parallèle sur 2 thématiques liées aux coûts et frais. D'une part, les commissions de mouvement, j'y reviendrai pas, ça a été évoqué ce matin, mais les réflexions sont en cours sur des éventuelles évolutions de la réglementation, voire de la législation sur le sujet. Et le deuxième thème étant les fonds proches de leurs indices de référence, autrement appelé en anglais closed tracker, à savoir voilà, comment faire pour éviter que des fonds qui sont finalement des fonds indiciels soient commercialisés avec des prix au prix de la gestion active. C'est des sujets que vous connaissez tous. C'est également un thème qui fait l'objet actuellement d'une réflexion des services. Sur le thème, là aussi, on est un peu en avance puisqu'on n'a pas encore publié. Je vais aller rapidement, mais on est en train de finaliser une synthèse sur le thème meilleure exécution, meilleure sélection, puisque ça faisait partie des priorités 2021. Nous avons pour ça sélectionné 5 sociétés de gestion qui reflétaient l'ensemble des pratiques en matière d'exec, à la fois des sociétés qui ont recours à des tables de négociation externe, une société qui a recours à une table interne, et puis des sociétés qui passent elles-mêmes, les gérants passent eux-mêmes les ordres aux intermédiaires. Alors, on a balayé tous les types de titres, à la fois actions, CFD et aussi obligations. Pour ça, on a regardé toujours dans cette thématique les politiques et les procédures qui étaient mises en œuvre, et puis l'information des porteurs et le dispositif de contrôle. Alors, les obligations, les enseignements qu'on publiera d'ici, disons, quelques semaines, globalement, on a des politiques qui sont pour l'essentiel, comment dirais-je, très incomplète. On a des moyens et des diligences qui sont pas parfaites non plus par les prestataires, et le réexamen des politiques n'est en général pas fait, ce qui globalement là aussi est pas formidable. Donc cette synthèse sera publiée en mai 2022. Sur dernier point, c'est un thème que là, par contre, c'est un thème 2022, puisque nous le lancerons dans quelques jours, sans doute 1 ou 2 semaines. C'est le sujet de la valorisation des actifs illiquides, et on l'approche sous 2 angles, à la fois l'immobilier et également l'angle des obligations d'émetteurs corporate, puisque ces 2 classes d'actifs sont illiquides. On va regarder les politiques et les procédures de valo. On va s'assurer de l'indépendance de la fonction d'évaluation, et puis le dispositif de contrôle qui est mis en place. Donc ces 2 campagnes vont être lancées dans les prochains jours. Nous sommes en train, prochaines semaines, 3-4 prochaines semaines, nous sommes en train de sélectionner les heureux candidats. Il y aura 2 fois 5 sociétés de gestion, c'est-à-dire 10 sociétés de gestion qui seront dans le panel. Donc je vous invite à vous préparer sur ces sujets.
Alors, s'agissant de la finance durable, a été défini comme priorité de supervision pour cette année le fait d'aller vérifier le respect des engagements contractuels qui ont été pris au niveau des fonds. Je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. On n'est pas sur l'ensemble des obligations réglementaires, des nouvelles obligations réglementaires en matière de finance durable, mais sur un point bien précis qui fera l'objet de contrôles spot qui ont mené dans le prolongement des travaux déjà entrepris par les services pour vérifier qu'à chaque fois qu'une société de gestion au niveau d'un fonds et le plus souvent elle le fait pour avoir la possibilité de faire de l'ISR ou de l'ESG un axe de communication central dans ses documents marketing. À chaque fois que des engagements auront été pris, le contrôle ira vérifier que ça correspond bien à une matérialité, qu'il y a bien des procédures mises en œuvre, que ce qui a été promis, on va dire, aux investisseurs a bien été mis en œuvre et que c'est contrôlé de manière adéquate. Donc ce contrôle, ces travaux-là prendront encore une fois une double face. D'une part, un questionnaire qui devrait être adressé normalement début avril par les équipes de la direction de la gestion d'actifs auprès d'un ensemble relativement large d'acteurs, d'acteurs du secteur, et un contrôle spot qui devrait démarrer en juin. En juin, voilà, merci. D'une manière plus générale, la finance durable continuera d'être une thématique importante en matière de supervision, puisque les équipes de l'AMF réaliseront à nouveau cette année des travaux sur le suivi annuel des engagements publics qui ont été pris par les sociétés de gestion de portefeuille. Fera l'objet d'un rapport commun avec les équipes de la CPR qui font le même travaux sur les entités qui sont sous leur supervision. Et donc ces travaux-là devraient démarrer normalement un petit peu plus tard en juin. Dernier thème, et alors un thème un peu plus technique, mais qui n'est pas nécessairement le moins important, je vais vous expliquer pourquoi, celui de la vérification de la qualité des données de reporting pour les SGP. Alors, il ne vous aura pas échappé que les obligations de reporting des sociétés de gestion sont croissantes depuis très longtemps maintenant, soit du fait de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions européennes, soit d'exigences nationales qui viennent les compléter dans les endroits où il n'y a pas encore eu de convergence sur le sujet. C'est un thème important pour l'AMF qui a aussi fait de la supervision par la donnée, de la digitalisation des axes de son plan stratégique, hashtag supervision 2022 dont le président auquel le président faisait référence ce matin dans son introduction. Ça a fait l'objet aussi de travaux d'investissement importants du côté de l'AMF avec la mise en place de ROSA, qui a été déployée depuis 2021 pour les sociétés de gestion, qui vient d'ouvrir aux psy qui peuvent maintenant dès à présent déposer leur questionnaire annuel dans ROSA et faire leur demande de cartes professionnelles provisoires dans ce même système. Et c'est un système, enfin, si je reste sur le calendrier de déploiement, qui sera ouvert aux produits, à savoir aux fonds, dans le quatrième trimestre de cette année, quatrième trimestre 2022. On a également... comme indiqué tout à l'heure, monter la barre en fait en matière d'obligation de reporting, avec notamment l'introduction l'année dernière d'une nouvelle obligation de reporting sur les dépassements de ratio et sur les indemnisations effectuées. Et enfin, je termine le panorama et ce panorama, un petit peu de teasing aussi, fera l'objet d'un atelier dédié de la journée RCCI qui est programmé le 7 avril. Donc je vous invite, si la thématique à la fois des reporting et de l'approche de supervision vous intéresse, à vous inscrire à cet atelier. Donc voilà, on a complété. Et du coup, la qualité des données issues de ces différents reporting, compte tenu de l'utilisation croissante qu'on en fait au niveau du régulateur, est quelque chose qui est de plus en plus importante. Donc tout ça pour dire qu'en dehors de l'atelier, des actions de sensibilisation individuelles qu'on continue à mener auprès des acteurs concernés et des feedbacks sur la qualité des données, un contrôle spot sera mené également sur un périmètre évidemment limité de questionnaires. L'idée c'est pas tout à l'heure, mais c'est d'aller voir déjà la gouvernance en fait de la donnée, le processus de collecte, et avec un focus sur quelques reporting particulièrement importants, notamment les reporting FRARAC et les questionnaires LCBFT. Merci Didier. Vous voyez que sur la gestion d'actifs aussi, beaucoup de choses sont faites et beaucoup de choses restent à faire. Une question pour terminer qui m'intéresse. Vous avez
Vous l'avez sous l'écran Slido devant vous, je pense. Parmi toutes ces priorités de supervision qui sont présentées ce matin, et en dehors des ateliers qui sont déjà programmés dans le cadre de cette journée RCSI, est-ce que vous auriez de l'intérêt pour un autre atelier futur que l'AMF pourrait organiser? N'hésitez pas à voter pour un des thèmes qui vous est présenté. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que vous avez bien saisi depuis un bon moment que la supervision et l'action de l'AMF, c'est beaucoup plus large que ce qu'on faisait autrefois. Autrefois, on agréait à l'entrée, on autorisait, et éventuellement on contrôlait et on sanctionnait d'une manière très épisodique. Aujourd'hui, je crois que face au foisonnement de règles françaises et surtout européennes dans lequel on vous est amené à travailler, nous avons besoin d'avoir toute cette panoplie d'outils. Elle est large, elle est lourde. J'ai conscience que cela vous demande un travail croissant supplémentaire. Sachez que les directions opérationnelles et mes collègues ici présents assurent de leur côté ce travail avec beaucoup de conviction. Je voulais aussi d'ailleurs vous signaler à cet égard que très régulièrement dans ces directions, l'AMF recrute. N'hésitez pas vous-même ou à suggérer à certains de vos collègues de regarder les offres d'emploi qui existent sur notre site. Tout ceci au bénéfice donc de cette qualité de supervision et de bon fonctionnement des sociétés de gestion et des prestataires de services d'investissement. Encore merci à mes trois collègues. Bonne journée à tous et à tous.